Alors, bonjour ou bonsoir, suivant l'heure où vous suivez cette vidéo. Nous continuons notre série de vidéos sur Linux Ubuntu. Alors, la fois passée, nous avons fait l'installation du système d'exploitation. Aujourd'hui, nous allons attaquer la partie de paramétrage. Et pour ce qui est du paramétrage, nous allons voir certaines options dans Linux Ubuntu utiles que vous pouvez utiliser pour essayer de performer votre système d'exploitation. Alors la première chose, ici vous avez la Logitech. Ici vous avez la possibilité d'installer des logiciels tierces. Mais avant d'installer des logiciels tierces, nous allons d'abord explorer les paramètres internes de votre système. Et lorsque vous cliquez sur les quadrillages ici, vous avez toutes les options par défaut de votre système qui sont devant vous, et vous avez la possibilité de faire une recherche ici. Par exemple, je peux par exemple chercher la calculatrice, voilà, et vous avez ici la calculatrice. Ça c'est pour vous faciliter des recherches rapides, et vous avez plusieurs options. Mais ce qui m'intéresse, nous allons chercher les paramètres du système. Et voilà, vous avez ici paramètres. Je peux agrandir pour une bonne vision. Ouais, vous avez ici paramètres. Et là, si vous entrez ici, vous avez tous les paramétrages de votre ordinateur à ce niveau-ci. Premièrement, vous avez les réseaux. Ici, nous avons notre carte réseau qui est connectée et on vous montre que vous avez un débit de 100 Mbps. Si vous voulez configurer un réseau VPN, vous pouvez le faire à ce niveau ici. Vous voyez, vous cliquez sur le petit plus ici. Et là, vous pouvez configurer soit OpenVPN, soit une liaison PPTP, etc. Et ici, si vous avez un serveur mandataire, ça veut dire un serveur proxy, vous pouvez le paramétrer à partir de ces niveaux. Il peut être automatique ou manuel, etc. Et vous mettez les différents paramètres concernés. Alors, l'un des paramètres les plus communs, c'est souvent l'arrière-plan. Ici, avant d'abord, vous avez le Bluetooth. Vous pouvez activer le Bluetooth. Alors, si vous remarquez ici, j'ai une machine virtuelle. C'est la machine virtuelle que nous avons installée la fois passée. Alors avec ça, vous n'aurez pas la possibilité d'accéder au Bluetooth. Alors ici, on vous demande de mettre à niveau à la version 22. C'est pourquoi parce que je suis connecté sur Internet. Je vais tout simplement fermer ça. On verra ça plus tard. Alors pour le Bluetooth, vous n'avez pas la possibilité d'accéder. Pour accéder au Bluetooth, il faudra que vous ayez Ubuntu installé sur votre machine physique et non dans une machine virtuelle. Alors pour ce qui est de l'arrière-plan, si vous regardez ici, vous avez des arrière-plans par défaut. Et je peux sélectionner ça par exemple. Vous voyez là-bas, l'apparence est en train de changer, ainsi de suite. Et là, vous pouvez sélectionner une image qui vous plaît à votre guise. Et il peut arriver par exemple que vous n'avez pas ici une image qui vous plaît. Vous avez la possibilité d'ajouter une image externe. Vous voyez ici, vous avez ajouté une image. Vous pouvez cliquer là pour ajouter une image dans votre système de fichiers. Alors, je n'ai encore aucune image ici. Il n'y a rien dans ces systèmes. Je n'ai rien mis. Mais si vous avez une image, vous pouvez la sélectionner et ça sera placé comme votre arrière-plan. Je vais laisser l'arrière-plan par défaut tout simplement. Ça, c'était pour l'arrière-plan. Ici, vous avez l'apparence de votre système. Alors, par défaut, vous avez ici l'apparence standard.
ici, je peux prendre une apparence claire. Si par exemple je veux que il y ait un peu plus de clarté, ou je peux prendre une apparence sombre. Vous voyez par exemple l'apparence standard ici et l'apparence claire n'ont pas beaucoup de différence, sauf que vous remarquez ici la barre des titres ici a essayé un peu de changer. On peut même agrandir si vous voulez. Et là, ils sont presque pareils. D'ailleurs, même c'est pratiquement pareil. Vous voyez, là, ça a tout simplement changé la barre des titres, la couleur. Alors, je vais laisser le standard. Ici, vous avez que vous pouvez modifier la taille des icônes. La taille des icônes, vous pouvez agrandir ou diminuer. Si par exemple, je diminue là, remarquez que là-bas, à gauche, la taille des icônes sur les DocStation sont en train de diminuer. Et là, je peux augmenter. Si par exemple, vous avez un problème de vision, vous pouvez augmenter pour essayer de voir mieux. Je vais laisser par défaut, c'était 48. Et vous pouvez, ici, vous avez par exemple, si vous avez plusieurs écrans, vous pouvez ici sélectionner l'écran. Et si je n'ai qu'un seul écran, alors on vous dit tous les écrans, parce que je n'ai pas un autre écran. Et vous voyez ici, vous pouvez aussi masquer le DocStation. Vous voyez, là, il a disparu. Et là, je peux l'afficher. Alors, c'est souvent pratique d'avoir votre DocStation visible pour pouvoir facilement accéder aux programmes qui sont directement utilisés sur votre ordinateur. Ici, vous avez même la possibilité de changer la disposition. Vous voyez, par défaut, le DocStation, il est à gauche. Je peux le mettre en bas de l'écran. Là, ça ressemble un peu aux ordinateurs Windows. Vous pouvez les mettre à droite, ou tout simplement, vous pouvez les remettre à la place par défaut. Moi, je préfère plus là où c'est placé à la gauche. Alors, pour ce qui est des notifications, vous pouvez activer des notifications pour des éléments spécifiques. Ici, vous avez les réseaux, le partage du bureau, etc., etc. Et vous pouvez même activer le mode ne pas déranger pour ne pas recevoir des notifications, par exemple. Ou vous pouvez tout simplement désactiver les notifications ou vous les laisser par défaut. Alors, vous avez ici, pour ce qui concerne la recherche, vous pouvez faire en sorte que la recherche puisse prendre en compte tous les éléments ici. Si vous ne voulez pas qu'un élément soit pris en charge lors de la recherche, quand je venais par ici, donc quand vous venez ici, la recherche est là. Si vous voulez que cette recherche ne prenne pas en compte un certain nombre d'éléments, soit l'agenda, etc., vous pouvez le désactiver ici. Là, on vous dit ici que vous pouvez contrôler quels résultats des recherches sont affichés dans l'aperçu des activités. Alors, vous avez les applications. Les applications, il y en a beaucoup. Donc, vous voyez ici, il y a beaucoup d'applications. On ne peut pas parcourir chaque application de façon particulière ou spécifique, mais vous pouvez essayer application après application pour voir un peu. Et ici, apparemment, ce sont les notifications. Voilà, vous avez des notifications. Et ici, vous avez des notifications pour toutes ces applications ici. Elles sont très nombreuses. Un élément important, vous avez ici gestionnaire des mises à jour. Vous voyez ici, c'est activé. Ça veut dire que vous aurez un message comme ce que j'ai eu tantôt, où on vous demande de faire la mise à niveau à la version supérieure. Pourquoi? Parce que ça, c'est la version 20.04. La version supérieure, celle-ci, c'est le 22.04. Donc, si vous ne voulez pas avoir ces notifications, vous pouvez tout simplement les activer. Voilà, vous avez aussi ce qu'on appelle les live patch. C'est pour des patchs de sécurité. On verra ça un peu plus tard parce que je vais vous montrer où est-ce qu'on active ça. Alors, vous avez beaucoup d'éléments ici.
etc., etc. Alors je vais retourner. C'était pour les notifications d'application. Ici, vous avez la confidentialité. Ici, par exemple, on vous dit que vous pouvez vérifier vérification de la connectivité. Mais de laisser ça activé pour vérifier si vous avez une connectivité réseau. Vous pouvez ne pas activer les services de localisation. Vous voyez ici, c'est désactivé. Parce que j'avais désactivé ça là après l'installation. Vous pouvez l'activer à ce niveau ici. Ou vous pouvez la désactiver. Ici, vous avez Thunderbolt. C'est un client, comment dire, c'est un client de messagerie au fait. Et vous voyez que il n'est pas déterminé parce qu'il n'est pas activé dans notre système. Ici, vous avez même l'historique des fichiers de la corbeille. Si vous voulez changer les comportements de l'historique de la corbeille. Vous avez ici par exemple que l'historique des fichiers est toujours opérationnel et la durée de l'historique, elle reste toujours. Vous pouvez changer, que ça fasse soit 30 jours, 7 jours, 1 jour. Vous devez savoir que avec Linux Ubuntu, lorsque vous utilisez l'interface graphique, vous avez accès à la corbeille. Mais lorsque vous passez en mode commande, la corbeille n'est pas activée, n'est pas utilisable. Ainsi, si vous supprimez quelque chose dans votre interface, soit dans votre explorateur ici des fichiers, ça va directement dans la corbeille. Mais en mode commande, ce n'est pas le cas. Alors, vous pouvez soit décider de supprimer automatiquement le contenu de la corbeille. Donc, quand quelque chose entre dans la corbeille, c'est supprime automatiquement. Par exemple, c'est une option. Ou vous pouvez dire suppression automatique. Supprimer automatique les fichiers, automatiquement les fichiers temporaires. C'est aussi une option. Vous avez le choix. Alors ici, on vous demande la périodicité de suppression. Par défaut, c'est 30 jours. Vous pouvez changer à votre guise. Et ici, vous pouvez vider la corbeille directement. Ici, vous avez le verrouillage de l'écran. Alors, très souvent, quand vous travaillez avec Linux Ubuntu, il est un peu gênant que vous voyez chaque fois que l'écran devient noir. Après 5 minutes d'inactivité, l'écran devient noir. Alors si vous voulez que l'écran reste activé, vous pouvez laisser, vous dites jamais, mais vous dites que ça fasse un verrouillage automatique. Normalement, ce n'est pas vraiment bien de mettre jamais. Moi, j'ai mis ça pour que lorsque je suis en train de faire les configurations, que je n'ai pas chaque fois avoir l'écran qui se verrouille. C'est un peu gênant parce qu'on sera en train de faire des fois des commandes. Alors, vous pouvez mettre par exemple après 15 minutes, c'est comme disons un écran de verre au fait. Et regardez ici, verrouillage automatique de l'écran, c'est activé. Mais ici, regardez les délais de verrouillage automatique, l'extinction de l'écran. Vous pouvez changer ce délai ici, comme vous voulez, à votre guise. Et vous avez verrouillage de l'écran lors de la veille, vous laissez ça activé. Et afficher les notifications, vous laissez aussi activé. Ça veut dire que le délai de verrouillage, ça sera à l'extinction de l'écran. Et ici, regardez chez moi, j'ai mis l'écran noir jamais. Donc, ça restera toujours on. Si, par exemple, ici, je venais mettre 15 minutes. Donc, après 15 minutes d'inactivité, vous aurez un écran noir. Et quand il y a l'écran noir, vous aurez directement le verrouillage de l'écran. Donc, je laisse à jamais. Ici, les diagnostics, c'est lorsque vous avez une erreur système qui s'est produite lors de l'utilisation de votre Linux Ubuntu. À ce moment-là, vous pouvez faire en sorte que vous puissiez soit envoyer automatiquement une notification à Canonical. Canonical est le propriétaire du système d'exploitation Linux Ubuntu. Et vous pouvez envoyer automatiquement pour aider les développeurs à améliorer l'erreur. Et c'est pas bien de mettre jamais. Je peux par exemple faire automatique pour qu'à chaque fois qu'il y a un crash système, si vous êtes connecté sur internet, vous aurez directement l'envoi de la notification des crash à l'équipe de Canonical.
Alors ça, ce sont les confidentialités. Vous avez ici des comptes en ligne. Vous avez la possibilité d'ajouter un compte Ubuntu. Moi, j'en ai. Si vous voulez créer un, c'est facile, je vais vous montrer. Vous pouvez ajouter un compte Google, Nextcloud, je ne l'utilise pas. Un compte Facebook, un compte Microsoft, ça je ne connais pas c'est quoi. Flickr. Vous avez aussi un compte Foursquare. Foursquare, je ne l'utilise pas non plus. Ou vous pouvez ajouter un compte Microsoft Exchange. Alors c'est facile, vous cliquez juste et vous allez suivre la procédure tout simplement. Par exemple, j'ai pas ajouté un compte Google, etc. Et vous allez suivre la procédure. Vous mettez votre nom d'utilisateur, le mot de passe et ainsi de suite. Alors ici, vous avez des options de partage. Je pense bien que c'est l'ordinateur sur les réseaux. C'est juste le nom de l'ordinateur sur le réseau. C'est une option qu'on avait configurée lors de l'installation. Souvenez-vous, lorsque nous avons installé notre système d'exploitation, on avait donné comme nom d'ordinateur Sifa-VirtualBox. Et c'est le même nom qui est utilisé ici dans votre serveur. Alors, vous avez les paramétrages du son. Vous pouvez explorer ici. Il y a beaucoup de paramètres. C'est facile à lire. Et vous avez beaucoup d'options. Vous pouvez changer, etc. Les sons d'alerte. Je peux laisser par défaut. Vous avez les paramétrages d'énergie. Ici, je suis sur une machine virtuelle. Ça veut dire que ça prend les paramètres d'énergie par défaut de mon ordinateur physique. Mais ici, on vous dit par exemple l'économie d'énergie, c'est jamais. Vous pouvez par exemple dire en sorte que après un temps que vous ayez l'économiseur d'énergie qui s'active. C'est mieux pour bien gérer l'alimentation. Mais ici, dans une machine virtuelle, c'est pas vraiment utile. Pourquoi? Parce que ça utilise les paramètres de mon alimentation de ma machine physique. Ici, vous avez différents écrans. Vous avez ici la définition par défaut. Vous vous souvenez, lorsque nous avons utilisé les packs d'extension, ça nous a permis d'agrandir, de maximiser l'écran de l'ordinateur. Mais si vous voulez, vous pouvez changer la mise à l'échelle. Vous pouvez mettre ça à 150% pour une bonne vision. Et là, il faut appliquer pour que ça prenne effet. Alors moi, je ne vais pas appliquer ça, je vais laisser par défaut. Si par exemple, si vous avez du mal à bien voir les écrits, vous pouvez faire ça. Voyez là, par exemple, on me demande si je vais conserver les paramètres ici. Non, je vais rétablir. Vous voyez ça, actualiser. Et ça peut vous permettre que si vous avez un problème de vision, vous ayez la facilité de voir. Vous pouvez changer les portraits sur la droite. Ça, je vous laisse, vous pouvez essayer par vous-même. Une fois avoir un paysage retourné, vous aurez que l'écran de l'ordinateur sera retourné tout simplement. Alors on n'a pas besoin de voir un écran en envers. Alors, vous avez ici la souris et le pavé. Vous pouvez paramétrer la rapidité de la souris, les clics droits, les clics gauche, etc. Ici, vous avez plusieurs raccourcis clavier pour votre système Linux Ubuntu. C'est particulier à Linux Ubuntu, c'est pas pareil sur Windows. Et vous avez ici par exemple activer ou désactiver le clavier visuel, c'est désactivé. Si vous voulez, vous pouvez choisir. Ici on vous dit saisissez un nouveau raccourci pour changer, activer ou désactiver le clavier visuel. Ici vous avez les choix. Vous choisissez la combinaison qui vous plaît. Je ne vais pas l'activer. Ce sont des paramètres qui sont utiles lorsque vous voulez vraiment prendre en main la gestion de votre serveur Linux Ubuntu. Alors, je vais appuyer sur échappe, vous voyez, appuyer sur échappe pour annuler. J'annule. Et si vous regardez toutes les combinaisons, c'est trois touches partout, trois touches. Bon.
comme il y en a plusieurs, il faut regarder avant de changer une combinaison. Vous devez regarder que vous ne faites pas un doublon pour éviter que vous ayez des problèmes. Et quand vous appuyez sur une combinaison, au lieu que ça vous apporte ce que vous avez configuré, que ça apporte autre chose. Il y a vraiment beaucoup d'options. On ne peut pas vraiment explorer tout ça. Ça, je laisse à chacun de pouvoir explorer. Et ici, vous pouvez même ajouter un raccourci. Ici, vous mettez un nom, vous mettez la commande et vous définissez les raccourcis. Ça, vous les faites à votre guise. Ici, vous avez les imprimantes. Ici, vous pouvez ajouter une imprimante. Et là, si j'ai cliqué sur ajouter, ça va essayer de chercher des imprimantes connectées sur mon ordinateur ici, mon serveur. En fait, je n'ai aucune imprimante, mais il vous met ici une imprimante par défaut. Vous pouvez par exemple l'ajouter. Ça, c'est une imprimante par défaut, mais je n'ai pas cette imprimante connectée sur mon ordinateur, par exemple. Alors, vous avez même des paramètres supplémentaires. Ici, apparemment, c'est une imprimante intégrée au système. Vous pouvez par exemple la tester en ouvrant et regarder ce que ça fait. Ici, vous avez des paramètres supplémentaires. Vous pouvez explorer. Vous voyez ici, je peux ajouter une nouvelle imprimante. Je peux même faire une connexion d'une imprimante réseau. Je peux voir les paramètres, etc. Il y a beaucoup de choses ici. Vraiment, je vous laisse explorer toutes ces options ici. Voilà. Et si vous cliquez sur cette imprimante, là, je peux gérer, je peux la dupliquer, la renommer, la supprimer. Vous voyez, par défaut, le partage de l'imprimante est activé. Donc, je peux l'utiliser aussi comme imprimante réseau. Voilà, vous avez beaucoup d'options là que vous pouvez explorer. Alors, ici, vous avez le média amovible. Vous pouvez choisir qu'est-ce qui se passe lorsque vous mettez un CD audio. Vous pouvez par exemple dire que ça lise la musique avec ses lecteurs. Il est ici, vers la gauche. Si vous cliquez là, vous aurez le lecteur qui va s'ouvrir, le lecteur musical. Voilà, il apparaît comme ça. C'est un lecteur par défaut. Et ici, vous pouvez aussi lire la vidéo. Mais la vidéo, vous avez un autre logiciel, c'est celui-là. Et si vous ne voulez pas celui-là, vous pouvez par exemple installer VLC et à ce moment-là, il vous donnera la possibilité de shifter entre celui-ci par défaut et VLC. Par exemple, si je venais là, je clique ici et puis je vais écrire ici vidéo. Vous vous souvenez de la recherche vidéo. Voilà, vous avez ici le lecteur vidéo par défaut. Il vous permet de lire vos vidéos. Et vous voyez ici, je n'ai aucune vidéo, donc ça ne va rien m'afficher carrément. Vous voyez, je n'ai aucune vidéo, mais par contre, je peux ajouter une vidéo locale ou je peux ajouter une vidéo sur le web. Alors, je vais tester une vidéo sur le web. Vous devez saisir l'emplacement. Bon, je n'ai pas d'emplacement à saisir, je vais annuler tout simplement et fermer. Alors, quand vous avez un baladeur, c'est pour lire de la musique. Je peux laisser que ça ouvre avec les Rhythmbox ici. Quand vous avez des photos, vous pouvez utiliser les Shotwell ici. Et je peux revenir là et je vais rechercher les Shotwell. Voilà, il est là. C'est votre visionnaire de photos par défaut. Alors je peux valider ici. Voilà, je n'ai aucune photo ici dans cet ordinateur, il n'y a rien. Alors je vais fermer. Et vous avez des logiciels. Vous pouvez sélectionner par défaut qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez un logiciel. Alors je vais laisser l'option par défaut. Et si vous avez d'autres médias, vous pouvez venir là, vous mettez
qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez un DVD audio. On peut dire par exemple que ça peut ouvrir le dossier par exemple. Lorsque vous avez tout ça, vous pouvez ajouter un à un. Alors ça, je vais fermer. Et vous avez ici les couleurs. Je vais laisser par défaut ce que vous avez là. Bon, ici, c'est pas nécessaire de changer ça. C'est déjà bon. Vous avez d'autres paramètres ici. Vous avez le pays et la langue. Vous voyez ici, par exemple, j'ai un clavier anglais. Mais regardez, le format, c'est le format de la République démocratique du Congo. C'est en français. Donc, le système est en français. Vous pouvez changer la langue. Vous voyez ici. Si vous cliquez là, vous pouvez changer la langue. Par défaut, c'est français France. Vous pouvez mettre français Canada, English, United States, etc. Vous voyez, vous avez même les Lingala de la République démocratique du Congo. Je peux mettre ça, par exemple, si vous parlez bien Lingala. Vous pouvez mettre English Australia, etc. Donc, par exemple, quelqu'un qui est ici chez nous en RDC au village et qui ne connaît pas parler le français, il peut mettre facilement les Lingala. Et vous voyez ici, il n'y a pas l'option du Swahili. Je ne sais pas si... Voilà, il n'y a pas les Swahili, par exemple. Il n'y en a pas. Alors, ici, vous avez mon clavier. C'est un clavier US. Si je veux ajouter un autre clavier, je viens là. Donc, vous cliquez sur le plus ici. Vous pouvez ajouter un type de clavier. Vous voyez ici, il y a les claviers français de France. Je peux l'ajouter. Je ne vais pas l'ajouter. Et si vous avez d'autres langues que vous voulez ajouter, vous pouvez gérer les langues. Alors, quand vous gérez les langues, ça va tenter d'installer quelque chose. Je ne vais pas l'installer, je vais annuler parce qu'on fera ça en mode commande plus tard. Mais les rappeler plus tard. Alors, j'annule. Et ici, vous avez accès universel. Vous avez par exemple, vous pouvez changer le contraste, vous pouvez augmenter la taille des textes. Je peux faire ça par exemple, vous voyez. Les textes sont un peu plus gros. Donc, je pense que c'est vraiment pratique. Vous voyez, vous agrandissez là. Et on a la possibilité de bien voir le texte. Vous avez ici la taille du curseur. Vous pouvez la changer. Vous pouvez mettre un gros curseur, etc. Vous pouvez faire du zoom. Et ici, on vous dit par exemple que l'agrandissement est généralement de x2. Vous pouvez explorer tout ça, pointeur en croix, effet des couleurs, etc., etc. Vous avez vraiment beaucoup d'options. Et vous voyez ici, ce n'est pas activé, mais vous pouvez sélectionner ici pour activer ça par exemple. Et là, j'ai désactivé. Vous voyez, là, j'ai activé. Vous voyez comment ça s'est agrandi. C'est un agrandissement de 2. Je vais désactiver. Voilà. Ça devient compliqué à quitter. Je vais désactiver carrément. Vous pouvez changer, vous pouvez mettre un agrandissement d'1.5, etc. Un petit détail, vous allez remarquer que l'interface graphique sous Linux n'est pas vraiment très fluide comme l'interface graphique sous Windows. Ça, c'est un détail que Canonical est en train de corriger. Parce que si vous regardez les anciennes versions de Linux Ubuntu, n'étaient pas assez fluides comme ça. C'est l'un des éléments, c'est l'un des défauts de Linux. L'interface graphique de Linux, vous avez souvent deux types de modes. Vous avez KDE et GNOME, qui sont souvent des interfaces qui sont lourdes. Et comme c'est lourd, quand vous les manipulez, vous voyez vraiment que c'est lent par rapport à Windows. Là, c'est un point fort de Windows. Alors, vous avez lecteur d'écran, je vais tester comment ça fonctionne, les sons, etc. Vous avez la saisie, vous pouvez activer le clavier visuel.
comme ce que vous avez sous Windows. Je vais désactiver. Et vous avez d'autres options que vous pouvez exploiter sur le compteur de la souris et console. Ici, vous pouvez manager les utilisateurs de votre système directement ici à partir de cette interface. Vous voyez ici, vous avez cet utilisateur, SIFA, c'est l'utilisateur par défaut. Et on vous dit activité du compte, l'utilisateur est connecté, vous ne pouvez pas les supprimer. Mais je peux le modifier, je peux modifier le nom ici, mais je ne vais pas le faire. Ici, vous avez le mot de passe. Je peux changer le mot de passe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez mettre ici le mot de passe actuel et vous mettez le mot de passe que vous voulez changer. Alors ça, c'est très pratique à faire en mode commande, mais vous pouvez aussi le faire ici en mode interface graphique. Pour vous montrer que beaucoup de choses qui sont faites en mode commande, vous pouvez le faire avec l'interface. Alors ici, on vous dit de verrouiller pour modifier les paramètres. Si vous voulez modifier, vous devez déverrouiller ici. Regardez, on vous demande le mot de passe de l'administrateur du système. Pourquoi? L'utilisateur par défaut qui est installé avec le système est par défaut l'administrateur du système. Alors là, si vous mettez le mot de passe, c'était SIFA, vous aurez la possibilité de modifier les différents paramètres. Et regardez, vous avez maintenant la possibilité même d'ajouter un nouvel utilisateur. Vous pouvez spécifier si c'est un administrateur ou si c'est un utilisateur normal. Vous mettez le nom complet, le nom d'utilisateur, vous mettez son mot de passe, définir un mot de passe, maintenant par exemple, et vous mettez le mot de passe ici. Et vous le confirmez et vous allez valider. Et vous regardez que vous n'avez pas nécessairement besoin de créer l'utilisateur en mode commande. Vous pouvez directement le faire ici. Le mode commande vous donne beaucoup plus d'options parce que vous voyez par exemple ici vous n'avez que deux groupes. J'ai le groupe normal par défaut et j'ai le groupe administrateur. Et si vous le faites en mode commande, vous avez plus de fluidité pour le faire. Je vais annuler et fermer ça. Je vais venir là. Ici, vous avez les applications par défaut. Vous voyez, par défaut, vous avez le navigateur Firefox, Mozilla. Vous avez les clients de messagerie, il est là. Thunderbird. Thunderbird. Vous avez l'éditeur de texte, Gedit. Il n'est pas ici. Mais si vous venez ici, vous venez chercher, vous pouvez même écrire éditeur texte, il est là. Et cet éditeur de texte, c'est Gedit au fait. Vous pouvez écrire quelque chose là. Ça devient comme le notepad que vous avez sous Windows. Là, je ne vais pas enregistrer. Je vais annuler. Oh, pardon. Ne pas fermer sans enregistrer. Alors, vous avez le lecteur musique, le lecteur vidéo, et on avait vu les visionneurs d'images. Vous avez ici un autre visionneur d'images. Je vais voir ça. Venez là. Vous dites visionneur. Ça c'est autre chose, ça. Apparemment, ça c'est un lecteur pour les fichiers PDF. Je vais annuler. Je vais fermer. Ici, vous pouvez venir, vous laisser soit par défaut, soit vous pouvez prendre celui-ci. Alors, vous avez date et heure. Vous pouvez ici changer la date et les fuseaux horaires. Oui, c'est un format 24. Vous pouvez prendre le format IM, PM, puis mieux adapté pour les formats anglophones. Ou soit vous pouvez venir ici. Vous regardez, je suis en RDC sur les fuseaux horaires de Lubumbashi. Vous pouvez changer la date à votre guise. Et vous pouvez désactiver la date automatique pour mettre une date manuelle ou vous caler à un fuseau horaire automatique.
Alors ici, finalement, vous avez à propos. Ici, au fait, ça vous prend, ça c'est le nom de l'appareil, c'est le nom de l'ordinateur sur le réseau. Vous avez cette mémoire, on avait spécifié la mémoire de 4 Go, vous vous souvenez. Et si vous venez ici dans la machine virtuelle, dans les paramètres, on avait ici spécifié une mémoire de 4 Go. Mais ici, si vous regardez, on ne vous présente que 3.8. Bon, comprenez que le surplus est utilisé pour la mémoire swap, comme on l'appelle. Et c'est comme ça que vous ne voyez que 3.8. Pourtant, il y avait 4096. Ça, c'est le processeur de mon ordinateur physique. C'est ce qui vient dans la machine virtuelle, c'est toujours comme ça. Ça, vous avez les types de cartes graphiques que vous avez. Ça, c'est la taille du disque dur qu'on avait donné lors de l'installation. Vous avez la version de votre système, c'est Linux Ubuntu 20.04. La version LTS, Long Term Support, c'est un 64 bits. Vous avez ici la version de l'interface graphique. Je vous avais dit, il y a deux types d'interface graphique en Linux. Il y a les Genome et les KDE. Alors ça utilise les génomes. Vous pouvez changer ça si vous ne voulez pas les génomes. Vous pouvez changer les types par défaut de votre interface graphique. Mais ça vous demande des commandes très avancées. Ici, on vous dit que c'est les X11. Les X11 représentent l'interface graphique de votre système. C'est comme ça, par exemple, si vous avez un Linux Ubuntu serveur qui n'a pas d'interface graphique. Si vous voulez l'ajouter l'interface graphique, vous devez installer l'interface X11. Ce sont des configurations là très compliquées et ça prend beaucoup de temps. Vous devez avoir une bonne connexion Internet. On vous dit que la virtualisation, elle est d'Oracle. Et la mise à jour, ici, on est dans... Oh là là, apparemment ça a ouvert quelque chose. Ça vous a ouvert cette interface ici. Je vais d'abord la fermer parce qu'on va l'utiliser un peu plus tard. Alors voilà, nous avons un peu parcouru toutes les interfaces ici. Nous avons vu un peu tout le nécessaire. Alors si vous recherchez une application particulière, par exemple ici j'ai l'analyseur des disques, je peux cliquer là et ça va vous ouvrir l'application ici. Ici vous voyez, ça c'est mon disque principal, il est de 2 Tera. Et là vous avez, ça c'est le lecteur CD. C'est au fait ça ici, hein, je peux l'éjecter. Il apparaît là parce qu'il n'a pas été éjecté. C'est l'image, c'est le disque ici de, vous voyez, c'est le disque ici de l'image, hein, en fait, ça s'appelle encore comment, c'est le parc d'extension en fait. Et une fois que c'est installé, on ne l'avait pas éjecté. Ce qu'on peut faire, je peux faire un clic droit ici et je fais éjecter tout simplement. Et là vous allez voir, ça va disparaître. Et à ce moment là, si je revenais ici dans périphérique, vous venez sur optique, lecteur optique, vous allez voir qu'il n'y a plus de disques qui soient branchés. Alors ici vous avez votre dossier personnel, on verra ça plus tard. C'est ça le schéma d'accès du dossier personnel en mode comment et ici regardez, on a mis un slash, on verra ça un peu plus tard. Alors là vous pouvez explorer d'autres applications. Vous avez la calculatrice, vous avez le gestionnaire de disques. Ici vous pouvez manager vos disques ici. Je peux par exemple, alors lorsque vous avez une interface comme ça de gestion des disques, si vous ne comprenez pas qu'est-ce que vous avez ici, je vous conseille de ne rien faire, de ne rien toucher et de ne même pas l'ouvrir. Parce que si vous faites des manipulations hasardeuses, hein,
vous risquez de supprimer les partitions de votre système et vous aurez des problèmes. Par exemple, si je peux redimensionner, pourquoi? Parce que j'ai sélectionné, ça c'est la partition étendue, ça c'est la partition LVM, et on vous donne ici même les détails, on vous donne les points de montage, ici on verra ça dans les futures vidéos, c'est quoi le point de montage. Et quand je clique là, on vous montre quel est le point de montage de celui-ci. Et vous remarquerez que les SDA5 ici c'est la partition swap. Et vous avez ici le SDA, ça c'est la partition pardon. Vous avez une partition bootable. Okay. Ça vous avez la partition, oui c'est la partition étendue. C'est normalement la partition normale du système. Ça, généralement, c'est la partition de swap. Alors, vous avez des détails ici. Alors, ici, par exemple, je peux dire que non, je veux redimensionner ça pour réduire et créer une nouvelle partition. Vous pouvez faire ça à ce niveau ici. Alors, vous avez aussi des éditeurs un peu particuliers que vous pouvez utiliser, comme par exemple Gparted. C'est un très bon utilitaire pour gérer les partitions sous Linux. Il faut l'installer. Alors, vous avez plusieurs autres applications. Ici, vous avez un créateur des disques de démarrage. Il est directement intégré. Ce n'est pas comme sous Windows où vous avez besoin d'une application tierce. Ici, vous pouvez l'utiliser directement. Quoi d'autre? Vous pouvez venir regarder ici. Vous avez les claviers. Ici, vous avez un jeu Sudoku. Vous avez cette application ici, etc. Vous avez des pilotes. Vous pouvez voir vos pilotes. Cette interface, c'est la même interface de mise à jour. Hein, vous pouvez shifter ici. Il y a plusieurs options. Hein, vous pouvez migrer d'un endroit à un autre, etc., etc. Ici, vous avez les live patch. Je vais vous expliquer ça tantôt. Alors, quel autre élément important? Alors, ça, j'ai oublié de vous dire. Par défaut, lorsque vous utilisez Linux sur Ubuntu, vous avez les OpenOffice par défaut. Ici, vous avez OpenOffice Calc. C'est les Excel. C'est en train d'ouvrir, vous voyez. C'est en train d'ouvrir le LibreOffice Calc. Ça peut être OpenOffice, mais généralement, ici, c'est les LibreOffice. Ici, vous pouvez vérifier. Souvent, vous avez des astuces là. Vous avez les LibreOffice. Ça, c'est pour les dessins. Ça, c'est les PowerPoint. Ça, c'est l'équivalent du PowerPoint. Voilà, vous avez vos présentations ici. Facilement, vous pouvez gérer des présentations, créer des présentations, etc. Et c'est vraiment puissant. Vous avez aussi les LibreOffice ici, Writer. Ici, vous pouvez faire des saisies de vos documents. Et la compatibilité avec Microsoft Word n'est pas 100%. Il arrive des fois que vous pouvez avoir un document ici. Quand vous l'amenez sur Word, la mise en forme sera un peu bouleversée. Mais bon, c'est juste une question de choix et de préférence. Et vous avez les LibreOffice pour les formules. Ça, c'est pour les dessins, si je ne me trompe pas. Comme ça vous montre là. Vous avez les LibreOffice Draw. Ici, vous pouvez faire des dessins facilement. Vous pouvez dessiner. Par exemple, si vous voulez faire des dessins sur Microsoft Office, vous devez installer un logiciel spécial comme par exemple Visio, Microsoft Visio. Mais vous voyez ici par exemple,
vous n'avez pas besoin d'installer Visio. Et ici, vous pouvez explorer qu'est-ce que ce logiciel ici peut faire. Je vais fermer. Ça aussi, je vais fermer. Là aussi, je vais fermer. Le calque, je vais aussi fermer. Il y a un autre qui vous permet de manipuler les formules. J'ai oublié le nom, à moins que je ne me trompe. Vous pouvez explorer. Vous pouvez explorer. Généralement, il y a aussi celui qui vous permet de faire des formules mathématiques. Ça, je crois, c'est un visionnaire de fichier PDF. Ici, je n'ai pas un fichier PDF, mais vous pouvez aussi lire des fichiers PDF. Il y a un logiciel par défaut. Celui-ci aussi, il ouvre une catégorie de fichiers. Apparemment, c'est pour des... je ne l'utilise pas souvent. On va essayer de voir c'est quoi. Envoyer des statistiques, oui. Comme client de bureau, voilà. Ça, c'est un client de bureau à distance. Alors, par exemple, lorsque vous avez une application intéressante comme ça, et vous dites que j'aurais besoin de l'utiliser, qu'est-ce que vous faites? Faites ici un clic droit et vous allez garder ça sur les lanceurs. Créer, démarrer. Ici, il ne vous donne pas cette option-là. Alors, je vais d'abord essayer d'accepter là. Je vais fermer. Je fais un clic droit ici. Mode kiosque. Moi, je souhaite que ça reste là. Que ça ne quitte pas. On va le faire pour, par exemple, la calculatrice. Moi, je veux que la calculatrice reste là pour chaque fois l'utiliser, au lieu que quand je ferme, ça disparaît de là. C'est comme garder quelque chose sur la barre des tâches. Ici, c'est le Dockstation. Je fais un clic droit et je clique sur Ajouter aux favoris. Comme ça, même si j'ai fermé, la calculatrice sera toujours disponible à ce niveau. Alors ici, c'est un client. Vous regardez, vous pouvez vous connecter à une ressource SSH. Vous pouvez vous connecter à un RDP, Remote Desktop Protocol. Vous avez même le protocole VNC. Ici, il a plus de possibilités. Donc, vous mettez juste l'adresse IP et vous allez tenter de vous connecter. Donc, facilement ici, avec votre interface graphique, vous pouvez prendre le contrôle d'un ordinateur distant Linux, peut-être Windows, si ça utilise les RDP. Avec Windows, vous avez les Remote Desktop. Je ne connais pas les protocoles sous-jacents du Remote Desktop, mais si ça utilise le RDP, le même protocole ici, ça va marcher. Donc, vous pouvez prendre à distance le contrôle d'un ordinateur Linux, Windows, et vous allez faire un certain nombre de paramétrages. Voilà, on a essayé un peu de parcourir tous les aspects. Alors, ce que je voulais vous montrer, si vous venez ici sur les mises à jour, vous venez sur les mises à jour ici, update, voilà, gestionnaire des mises à jour. Non, c'est pas ce que je voulais ouvrir. C'est pas ce que je voulais ouvrir. Est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça? Vous voyez, c'est deux icônes différentes. Ici, vous avez logiciel et consort, mais ici, vous avez gestionnaire des mises à jour. C'est ça que je voulais ouvrir. Oh, ça fait une vérification. On va juste patienter. Je peux interrompre momentanément le temps que ça finisse de charger. Oh, désolé, c'est pas ce que je devrais ouvrir. Ce que je devrais ouvrir, c'est celui-ci. Et vous avez accès à cette interface. Là, c'était la première façon. Vous pouvez aussi y accéder ici quand vous venez sur à propos. À propos, ici, vous cliquez sur mise à jour logiciel.
Alors ici, qu'est-ce que vous avez? Un élément très important, c'est la sélection du meilleur serveur. Alors, je ne vais pas faire ça maintenant parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. La vidéo sera beaucoup trop longue. Alors, regardez par défaut, moi j'ai déjà les bons paramètres. J'ai déjà les serveurs de la République démocratique du Congo. En fait, c'est quoi la logique? La logique est que vous sélectionnez un serveur qui est plus proche de votre emplacement géographique, de telle sorte que lorsque vous faites des mises à jour, que les mises à jour soient directement téléchargées du serveur le plus proche de votre emplacement géographique. Je vous donne un exemple. Si par exemple ici je mettais un serveur de la France, je suis en RDC. Pour accéder à la France, je peux passer par plusieurs serveurs et le temps de téléchargement d'une ressource va prendre beaucoup plus de temps que si je l'ai téléchargé directement d'un serveur proche de la RDC. Alors c'est comme ça que suivant votre emplacement géographique, vous pouvez actualiser ça. Et vous pouvez actualiser ça suivant votre réseau de préférence. Et là, vous cliquez là tout simplement et Ubuntu lui-même, il va télécharger des paquets nécessaires. Il va mettre pour vous les meilleurs serveurs suivant votre emplacement géographique. Alors ça, je ne vais pas le faire maintenant. Ça prendra beaucoup de temps. Alors ici, vous avez d'autres logiciels. Généralement, ici, vous laissez tout ça coché. Et si vous voulez avoir aussi les codes sources, vous pouvez cliquer ici et vous allez actualiser. Et quand vous allez actualiser, quand vous allez fermer, ça va actualiser et ça va installer ça. Et à chaque fois que vous aurez des mises à jour, ça téléchargera pour vous ça. Je ne vais pas les faire. Ici, dans votre logiciel, si vous voulez ajouter les codes sources des partenaires de Canonical, vous pouvez cocher. Et des paquets pour les partenaires de Canonical, vous pouvez cocher ça. Et vous allez actualiser pour en installer. Alors ici, vous avez la fréquence des mises à jour. Ici, par défaut, pour tous les autres paquets, ça met à jour tous les jours. Et la vérification automatique se fait tous les jours. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a des mises à jour de sécurité, ça les télécharge et ça les installe. Vous pouvez, c'est la meilleure option. Mais vous pouvez demander d'afficher immédiatement, mais c'est mieux de laisser ça. Et lorsqu'il y a d'autres mises à jour, on vous demande vous pouvez faire en sorte que ça puisse afficher une fois par semaine ou tous les 2 semaines, ça dépend de votre préférence. Et on peut vous prévenir dès qu'il y a une version, une nouvelle version disponible. C'est le cas, on m'a présenté la version 22.04. Regardez ici, on a dit une version d'Ubuntu est disponible. C'est quelle version? Ce sont des versions à long terme qui sont intéressantes parce que c'est pris en charge pendant longtemps. Alors là, ce sont juste des clés de sécurité. Ici, vous pouvez avoir des pilotes additionnels. C'est très pratique si par exemple vous avez un ordinateur et que vous avez un ordinateur physique et que vous avez des pilotes supplémentaires pour par exemple une carte graphique ou une carte d'extension. Ici, vous pouvez venir chercher ces pilotes-là. Là, c'est pour les développeurs. Je ne veux pas activer ça. Et vous avez les live patch. À quoi sert le live patch ici? Si vous activez les live patch, on va d'abord vous demander de vous connecter. Pour cela, je vais revenir ici. Ici, vous avez le site officiel d'Ubuntu. Le site officiel d'Ubuntu, c'est ubuntu.com, voilà. Et vous avez ici, vous pouvez avoir des éléments à rechercher si vous avez facilement tout ce dont vous avez besoin concernant Linux Ubuntu. Et ici, regardez, vous avez la version Pro. C'est quoi la version Pro? Vous voyez ici, vous avez les Ubuntu Pro. Je vous mettrai les liens à la description. Ubuntu Pro est une version qui vous permet d'avoir les mises à jour
en long terme support pour une période qui dépasse la prise en charge générale. Et elle est généralement de 10 ans de prise en charge. Et quand vous activez Ubuntu Pro, vous avez deux options. Vous avez premièrement l'option d'une organisation. Regardez ici, si vous avez l'organisation, ici, vous pouvez avoir soit un serveur physique avec des machines virtuelles illimitées. Vous pouvez avoir une instance de public cloud, le desktop. Et regardez ici en bas, il y a un prix qui est en train de changer. C'est pas très visible à cause de ces petits lives, de ces trucs de messages. Et vous allez voir, quand vous changez, le prix aussi change. Regardez là, c'est 450. Là, ça a changé. Quand je viens sur ici, on vous donne plusieurs options. Suivant les options, le prix aussi changera. Ici, vous avez les physiques server. Ici, vous avez par exemple 1700. Alors, vous pouvez descendre ici en bas pour regarder plus d'options. Vous pouvez changer la version de votre système. Ici, on vous dit coming soon, donc c'est pas encore disponible. Vous avez celle-ci, vous avez les 18, vous avez les 16, regardez, c'est 500 ici. Vous avez les 14, c'est 335. Pour nous, c'était le 20. On descend ici en bas. Vous avez les... Vous pouvez prendre soit les Pro, All Repository, vous voyez le prix a changé, c'est devenu 500. Ou bien les Infra Only Limited. Et quelle est la différence? On vous montre ici 10 years of security maintenance for package in Ubuntu main repository. Si vous avez 10 years of security maintenance for package in Ubuntu Universal Repository. Donc vous avez ça au fait dans Pro All Repository. Mais dans Infra, vous n'avez que les 10 years ici pour le main repository et non les 10 years pour les Universal Repository. Cela signifie que si vous prenez ça, c'est un peu plus cher, mais on vous donne le full access. Et ici, je reviens là. Et regardez ici, on vous montre des entreprises qui l'utilisent déjà. Vous voyez? Donc, vous avez au fait accès à tous ces packages ici. Node, PHP, Admin, et consorts. Mais là, vous n'avez qu'accès à ça. MySQL, PHP, OpenSSL, Nginx pour utiliser, héberger des serveurs qui utilisent les JavaScript. Vous avez les PHP, et ici vous avez les Ruby, etc. Mais là, vous avez plus de possibilités. Vous avez Perl, vous avez Postgres, vous avez Python, vous avez Go, vous avez Apache, vous avez Docker, etc. Ce sont des logiciels qui sont utilisés dans plusieurs aspects de développement logiciel ou de maintenance et consoles. Alors ici en bas, on vous donne le package. Ici, si vous ne voulez pas inclure tout ça, le prix sera de 225. Mais si vous incluez les infra support, et on vous dit que cet infra support c'est weekly, où vous pouvez prendre 24 heures et les prix changent là-bas. Là, je vais prendre ça. Là, c'est combien? 750. Ou je peux prendre no, thanks. Là, ça ne prend rien. Regardez, dans ce que j'ai choisi, il n'y a pas les full support. Mais si vous prenez les Pro All Repository, vous avez les full support. C'est comme ça que vous choisissez ce qui vous convient et vous pouvez acheter. Alors ça, c'est la souscription pour entreprise. Alors comme Ubuntu est canonical et généreux, vous avez la souscription aussi pour personnes. Donc, myself. Individuellement, vous pouvez souscrire à Ubuntu Pro. Et pour cela, on vous dit que vous pouvez vous enregistrer. Et on vous donne combien? On vous donne 5 connexions possibles. Donc, vous pouvez connecter 5 serveurs différents avec Ubuntu Pro.
Et ici, si vous cliquez sur Register, vous devez venir créer un compte. Alors, si vous n'avez pas encore un compte, vous cliquez ici sur I don't have an Ubuntu account. Et là, vous allez créer votre compte. Et ensuite, vous allez le connecter. Alors, moi, j'ai déjà un compte. Si vous regardez, ça, c'est ma souscription Ubuntu. Et regardez ici, j'ai combien? J'ai 5 machines. Je l'avais créé depuis le 11 mai 2021. Et regardez, Never Expire. Et actuellement, j'ai 2 machines qui sont connectées. Ce que j'ai encore la possibilité de connecter 3 autres serveurs. Alors, ça, c'est un détail intéressant. Dans les temps, il y a quelques années, Ubuntu donnait juste 3 connexions. Mais actuellement, il vous donne 5 connexions. C'est quelque chose de très positif parce que vous pouvez manager vos 5 serveurs à volonté pour une utilisation personnelle. Alors là, je vous ai caché mes informations. Vous voyez, s'il y a un token, je vous ai caché mes informations personnelles. Alors, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ici, vous avez un tutoriel qui vous explique comment utiliser les Ubuntu Pro. C'est en anglais, mais vous pouvez convertir la page. Alors là, si vous descendez, on vous explique comment est-ce qu'on l'utilise. Et before we start, vous devez faire la mise à jour. Vous voyez, ça, ce sont des commandes. Tout ça, ce sont des commandes que vous devez appliquer. Donc, vous faites ces commandes pas à pas et vous avancez. Et je vais aussi vous mettre ça dans la description de la vidéo. Et là, vous vous installez tous les nécessaires. Et vous allez me dire, mais c'est très compliqué les commandes. Moi, je ne connais pas vraiment les commandes. Mais on vous dit ici, tu peux get your free account pro subscription. Ici, directement, à partir de l'interface graphique, vous créez là-bas les comptes, vous confirmez votre email. Et ici, la souscription, elle apparaît comme ça. Et là, vous avez votre token. Moi, j'ai caché mon token. À chaque fois que vous créez, vous avez votre propre token que vous utilisez pour connecter vos différentes machines. Et ici, ça, c'est avec interface, sans interface graphique. Mais regardez, vous pouvez activer ça avec l'interface graphique. Vous voyez ici, vous avez l'option Ubuntu Pro. C'est où dans Software and Updates. Et si vous revenez ici, vous avez ici les live patch. Ici, je peux activer, mais je dois d'abord me connecter. Et là, par exemple, si je me connecte avec mon compte Ubuntu, vous voyez là, on me demande de me connecter. Je pourrais tout simplement ajouter mon compte dans la section compte. Ici, ça s'est figé. L'écran s'est figé. Oh là là, ça s'est fermé brusquement. Désolé. Si vous venez ici dans les paramètres ici, vous pouvez ajouter ici votre compte Ubuntu. Et si vous connectez votre compte Ubuntu, le compte qu'on utilise ici, c'est le même compte que vous avez de l'autre côté. Je vais faire ça comme ça, je vais vous montrer. Alors là, je viens de connecter mon compte. Je vais essayer encore ici. Voilà, ici j'ai activé ça. Et là il est déjà actif, mais il n'y a pas de mise à jour. Et ici je peux déconnecter mon compte et désactiver ça. C'est ce que je vais faire. Alors j'ai supprimé mon compte parce qu'il n'est pas nécessaire ici. Alors une dernière chose, c'est la Logitech.
Ubuntu. Vous pouvez venir ici, vous tapez Logitech. Mais avant cela, je vois quelque chose d'intéressant ici. Vous avez les live patch. C'est ce que je vous ai montré tantôt. Vous avez toujours l'interface ici. Vous pouvez vous connecter directement. Alors vous avez la Logitech Ubuntu. Tapez ici Logitech. Est-ce que c'est comme ça que ça s'appelle? C'est ça ici. Software. Est-ce qu'il apparaît là? Vous avez ici Ubuntu Software. Cliquez là. Et là, c'est l'espace approprié pour installer des nouveaux logiciels. Alors, vous allez vous demander, j'ai besoin d'installer Visual Studio Code, j'ai besoin d'installer NetBeans, j'ai besoin d'installer tel logiciel, Node.js. Mais où est-ce que je vais trouver tout ça? Linux est difficile à installer, tout ça. Il est difficile d'installer un logiciel. Non, ce n'est pas compliqué. Lorsque vous venez à ce niveau ici, vous avez un catalogue des différents logiciels disponibles sur les différents repositories d'Ubuntu. Et là, vous pouvez installer un logiciel qui vous plaît. Alors seulement, nous allons patienter un peu que ça puisse charger. Alors là, vous avez Ubuntu Software qui vient d'ouvrir. Il y a un très grand nombre de logiciels qui sont classés par catégorie. Si vous faites de l'art de conception, vous allez venir là, de l'IoT. Si par exemple vous pouvez trouver facilement tout ce qui concerne Arduino et consorts. Vous faites de la finance, musique, traitement vidéo, traitement audio, traitement musique, traitement photo et consorts. Je ne suis pas certain qu'ici pourra avoir par exemple Photoshop, mais vous pouvez venir là et vous allez voir ce que vous pouvez trouver parce que Photoshop est un logiciel qui normalement s'achète. Alors là, il faut être patient parce que c'est souvent lent à charger et à ouvrir des logiciels. La sécurité, vous voulez des utilitaires, des books, etc., etc. Vous avez plusieurs catégories. Et ici, vous avez quelques logiciels qui vous sont déjà choisis, qui vous sont placés là. Ici, vous avez les logiciels qui sont installés dans votre système. Vous pouvez supprimer si vous ne le voulez pas. Tout ça, c'est déjà installé. Vous pouvez descendre et voir que vous avez beaucoup de logiciels qui sont installés. Regardez, il y a beaucoup d'outils. Il n'est pas vraiment possible qu'on puisse parcourir tous ces outils. C'est classé même par système, par catégorie. Voilà, vous avez les génomes ici. Descendez, vous avez beaucoup d'éléments. Là, vous avez les software updater, vous avez les software and updates. Ce qu'on avait ouvert, c'était celui-ci. Je pense bien, software et est-ce que c'était ça? Software, voilà, software et updates. C'est ça ici. Et ça, c'est celui qui fait directement la mise à jour. Nous, on fera ça directement par l'interface avec le mode commande. On ne va pas utiliser celui-ci, mais vous pouvez explorer. Vous avez même les système monitor, c'est pour regarder l'utilisation des ressources de votre ordinateur. Okay, vous avez ça. Ici, on me propose 5 mises à jour que je peux appliquer. Alors, je ne vais pas les appliquer ici comme ça, mais nous allons les appliquer en mode commande. Nous ferons la mise à jour et nous viendrons vérifier ici si ça a été appliqué. Alors ici, vous avez la possibilité de rechercher. Par exemple, je vais rechercher Visual Studio Code.
Studio Codes. Et là, vous attendez, c'est en train de charger. Pendant que ça charge ici, je vais vous montrer, voilà, il est déjà là. Vous avez Visual Studio Codes, vous avez Code Insider, vous avez Project Code, etc. Vous cliquez sur le fichier et ça va vous donner la possibilité de l'installer directement. Et pendant que c'est en train de charger, voilà, je vais installer. Vous voyez déjà même l'apparence là-bas. On vous dit que la licence est propriétaire, mais c'est un logiciel open source. Vous avez ici des commentaires, beaucoup d'autres choses. Je peux installer. On vous dit fine, vous devez mettre le mot de passe admin, c'est SIFA. Et là, ça va commencer le téléchargement. Alors là, ça commence déjà l'installation. Vous voyez, c'est très rapide. Et pendant que ça installe, je vais vous montrer ici. Vous avez au fait, ça on a déjà vu, c'était les Ubuntu Pro, etc. Comment ça se passe. Alors ici, vous avez la documentation officielle d'Ubuntu. Vous avez plusieurs distributions ici. Vous pouvez regarder ça et vous pouvez lire ça. Je vais mettre aussi les liens à la description. Ici, vous avez une documentation Ubuntu, mais une documentation qui est en français. Voilà les sites Ubuntu, ubuntu-fr.org. Pour ceux qui sont allergiques en anglais, vous avez ça. Et vous avez ici beaucoup d'éléments que vous pouvez explorer, télécharger, les ordinateurs vendus avec Ubuntu, par exemple, vous pouvez voir ça. Et ici, regardez, vous avez plusieurs variantes Ubuntu. Je vais agrandir un tout petit peu. Vous avez ici Ubuntu Buggy. Vous avez Ubuntu. On vous donne même, celui-ci, il utilise le KDE. Et non le Genome. Vous avez ici les Ubuntu Buggy, vous avez les Xubuntu, vous avez les Ubuntu Mate, etc. Vous pouvez regarder Ubuntu Studio, ça certainement c'est pour ceux qui font du graphisme, vous avez l'Ubuntu, etc. Vous devez savoir que vous avez plusieurs distributions parce que vous avez Ubuntu, vous avez Ubuntu, vous avez l'Ubuntu, vous avez Xubuntu, etc. Tout ça, c'est juste question de préférence. Mais le principal, c'était Ubuntu. Et là, vous pouvez explorer différentes options. Par exemple, là, voilà, ça, c'est les liens que je viens d'ouvrir tout à l'heure. Ce sont les ordinateurs vendus ici avec Ubuntu. Alors vous avez pour les entreprises depuis 2018, on vous donne des statistiques ici et ça peut vous intéresser pour voir comment est-ce que Ubuntu est très utilisé. Et vous avez tout ça ici, vous pouvez explorer ça. Alors ici vous avez des lettres qui peuvent avoir l'installation par exemple, vous avez des logiciels là. Je vous laisse vraiment explorer tous ces liens et regarder qu'est-ce que vous pouvez faire avec Ubuntu. Et vous avez beaucoup de choses, il y a vraiment une documentation qui est vraiment complète. Et pour ceux qui sont intéressés par d'autres systèmes, vous avez même ici la possibilité d'avoir accès à d'autres systèmes. Donc, si vous descendez ici, vous voyez là, un peu plus bas ici, j'avais vu quelque part, il y avait Kali Linux. Pour ceux qui me demandaient chaque fois Kali Linux, Kali Linux. Voilà, vous avez ici Kali Linux. Et vous pouvez venir voir ici.
qu'est-ce qu'on vous dit dans la documentation d'Ubuntu sur Kali Linux. Là, vous n'avez qu'à lire tout ce qu'on vous donne là comme détail. Là, ça c'est l'interface de Kali Linux, la description et consorts. Ce qui est commun entre les deux, ce sont des distributions Linux. Alors ici, Visual Studio Code a terminé l'installation. Maintenant, comment est-ce qu'on va l'ouvrir? Venez toujours ici, venez rechercher, vous écrivez VS Codes. Là, vous avez votre Visual Studio Code. Vous pouvez souhaiter que ça reste sur les lanceurs ou les DocStation. Alors, une fois que ça sera en train de s'exécuter, vous allez tout simplement faire un clic droit ici et vous allez dire ajouter aux favoris. Et votre éditeur va rester dans les lanceurs. Ça, c'est juste un exemple. Comment est-ce que vous pouvez utiliser des logiciels et les installer. Et regardez ici, si vous voulez les supprimer, vous les supprimez carrément, il n'y a pas de problème avec l'interface graphique. Alors, si par exemple, je recherche un logiciel comme Visual Studio, Visual Studio n'est pas un logiciel qui est libre. Et vous allez voir dans la liste que vous aurez ici, vous n'aurez pas le Visual Studio. Et quel que soit ce que vous tapez, si vous connaissez le nom de votre logiciel, par exemple Notepad++, ici on va vous présenter Notepad++ et vous allez utiliser le Notepad++ sans trop de difficultés. Vous voyez, vous avez ça ici, mais ici ça va utiliser les Wine. Les Wine, c'est une version qui permet d'utiliser des logiciels Windows sur les systèmes Linux. Et vous avez beaucoup d'autres éditeurs là-bas, etc., etc. Alors, je pense là on a fait quasiment les tours. Désolé parce que la vidéo est un peu trop longue, mais sinon on a fait vraiment les tours de tous les nécessaires. Et merci beaucoup pour avoir visionné cette vidéo et on se retrouve à la prochaine.